Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. L'insécurité maritime dans la région ouest africaine, on en parle en début de ce journal. Un séminaire a été organisé à l'Institut de sécurité maritime. La lutte contre cette insécurité dans le golfe de Guinée, les ressources financières et humaines qui y sont injectées, ces différents points ont été abordés au cours de ce séminaire. On en parle dans un instant. Les efforts du gouvernement face au changement climatique, le sujet a été abordé au cours de la tribune d'échange du CICG, le centre d'information de communication gouvernementale dénommé Tout Savoir Sûr. Au cours de cet échange avec la presse et les internautes, le conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a fait des précisions. On en parle également dans cette édition. Au Niger, l'ancien Premier ministre Hama Hamadou a tiré sa révérence hier mercredi 23 octobre 2024 à l'hôpital général de référence de Niamey. Il était âgé de 74 ans. Hama Hamadou fut Premier ministre du Niger à deux reprises, d'abord entre 1995 et 1996, puis entre 1999 et 2007. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Attaque de bateaux pirates, contrebande dans les eaux du golfe de Guinée. Les défis sécuritaires dans le golfe de Guinée restent aigus. L'insécurité maritime dans la sous-région est encore de mise. La lutte contre cette insécurité dans le golfe de Guinée demande que les ressources financières et humaines qui y sont injectées tiennent compte de la projection afin d'assurer la durabilité de l'action de lutte, l'analyse de ces facteurs importants et la participation des communautés côtières. Cette lutte figurait également au centre d'un séminaire organisé à l'Institut de sécurité maritime. Les précisions de Dangui Dangui. L'importance du secteur maritime pour la sécurité et la santé économique de la sous-région est mise en relief par tous les aspects de la question. Et pourtant, les défis en matière de sécurité maritime restent aigus et les structures de gouvernance existantes peuvent être améliorées, révèle le rapport du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Rapport présenté lors du séminaire sur la gouvernance de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, organisé récemment à l'Institut de sécurité maritime international, ISMI. C'est dans ce contexte-là qu'on vient présenter, en fait, grâce à la RSTM et à l'ISMI, qu'on vient présenter les résultats de nos travaux, de manière à sensibiliser les jeunes officiers de marine d'Afrique occidentale sur les enjeux de la gouvernance du secteur de la sécurité maritime, et de manière aussi à ce que, grandissant dans leur carrière, ils emportent avec eux ces notions très importantes. Le golfe de Guinée a été considéré pendant longtemps comme étant un espace où l'insécurité maritime règne, surtout en matière de piraterie, mais il faut rajouter également tous les autres crimes maritimes, la pêche illégale, les trafics en tout genre. Et c'est ce type de formation, donc le renforcement de capacité des acteurs, qui permet justement de faire face à ces fléaux-là. Ce séminaire a réuni une trentaine d'experts des questions maritimes autour de deux enjeux principaux, à savoir la durabilité des ressources financières et humaines ainsi que l'implication des communautés côtières. Les efforts du gouvernement face au changement climatique, le sujet a été abordé au cours de la tribune d'échange du CICG, le centre d'information de communication gouvernementale, dénommé Tout Savoir Sûr. Au cours de cet échange avec la presse et les internautes, le conseiller technique du ministre de l'Environnement du Développement durable et de la Transition écologique, le docteur Algo Mayol-Alex, a expliqué les initiatives pour l'adaptation et la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Léon Brou. La Côte d'Ivoire parmi les pays les mieux préparés contre les changements climatiques. Déclaration du conseiller technique représentant le ministre de l'Environnement à la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Alex Lago en veut pour preuve le cadre formel de gouvernance du combat pour l'adaptation et la riposte au phénomène d'ICDN aux contributions déterminées au niveau national. Ici, une panoplie d'actions du gouvernement pour réduire d'au moins 30% les effets des changements climatiques sur la biodiversité, la forêt, les sols, les eaux. Il y a plusieurs projets d'agroforesterie qui sont basés sur ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. On a la création des aires marines protégées pour renforcer les mesures de conservation des ressources halieutiques et de la biodiversité. On a le programme d'amélioration de la résilience de la zone côtière ouest africaine, qu'on appelle le WACA.
On a également un programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. La riposte contre les changements climatiques, donc dans sa phase active en Côte d'Ivoire, seule difficulté, mais en cours d'adressage, le financement des CDN. Plus de 13 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire n'a pas encore pu mobiliser tous ces financements-là, mais la Côte d'Ivoire est en voie à travers différents mécanismes de marché carbone. Pour ce mécanisme, nous sommes en train de mettre en place le cadre réglementaire, mais la mobilisation bilatérale à travers la coopération au niveau des partenaires tels que le FMI, l'Union européenne, la Banque mondiale. Il y a la part État également. Ces dernières années, vous remarquerez que nous avons de plus en plus de mesures de fiscalité environnementale. Aussi attendu, la mobilisation des populations, la lutte contre ce phénomène se voulant inclusive, tant il s'agit de faire barrage à la faim, à la maladie ou à toute autre catastrophe due au changement climatique. Un reportage de Léon Brou, les offres de l'agence Emploi Jeunes présentées aux entreprises à Cocody par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique Mamadou Touré. Occasion pour le ministre Mamadou Touré de partager les idées de l'agence Emploi Jeunes en ressources humaines. Kwadio Ouredou, Souleymane Donissankou. Rencontre du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré avec les partenaires sociaux. Ces échanges ont pour objet de faciliter une meilleure formation et une insertion réussie des jeunes sur le marché de l'emploi. L'une de ces orientations, c'est de faire en sorte qu'on puisse déployer nos services et aller vers la création et la mise en fonctionnement d'offres de services dédiés aux entreprises. Il faut embaucher des personnes qualifiées pour pouvoir mener ces activités. Et ils ont souvent ce problème-là. Et donc souvent les chambres de commerce, ils se retournent vers les chambres de commerce, les fêtières, ils se retournent vers leurs ambassades pour essayer de voir comment ils peuvent trouver des emplois. Soucieux de l'insertion professionnelle de la jeunesse, les partenaires sociaux formulent des propositions. Dans sa politique de création d'emplois, les entreprises sont au cœur donc, de notre stratégie, puisque ce sont les entreprises qui permettent donc d'embaucher des jeunes. Quand ils sont formés, quand ils sont une main-d'œuvre qualifiée, etc. L'État a pris beaucoup d'initiatives, notamment en matière fiscale, pour les entreprises qui forment des jeunes, pour les entreprises qui emploient des jeunes ou les entreprises donc, qui prennent les jeunes en stage. Il est prévu un projet d'accompagnement pour soutenir la formation des diplômés et entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Soutien à l'entrepreneuriat féminin, le maire de la commune de Dimbokro, Adama Coulibaly, met à la disposition des femmes de sa commune un fonds de 50 millions de francs CFA. Ce fonds va permettre de financer des activités génératrices de revenus. Il a été présenté dans la ville. Le récit de Jean-Marc Tchatchi. C'est l'allégresse chez les femmes de Dimbokro. Elles viennent de recevoir un fonds d'appui de 50 millions de francs CFA du magistrat de leur commune, Adama Coulibaly, en partenariat avec une banque digitale. Ce fonds permettra à ces femmes de renforcer leurs activités en vue de leur autonomisation. Moi-même, je vends. Je fais un restaurant chez moi là-bas. Donc, je compte agrandir. Si je gagne ces fonds, c'est pour travailler, pour rembourser ce qu'il nous a donné. Ce grand geste, un chèque de 50 millions pour l'autonomisation des femmes. Merci. Des modalités de remboursement et une formation accompagneront le processus d'attribution de ce fonds. Le préfet de région Jules Gouessé se dit satisfait et encourage les bénéficiaires à utiliser ces numéraires à bon escient. Je compte sur vous pour dire à nos femmes que ce fonds n'est qu'un départ. Et elles auront plus si le taux de remboursement est satisfaisant. Guides religieux, chefs de communauté et autorités politiques de la localité de Dimbokro, tous se sont résolus à soutenir cet appui financier du maire Adama Coulibaly pour une amélioration des conditions de vie des femmes. Madame, monsieur, une question dans votre journal ce 13h. Et si, après les études, l'on envisageait une carrière professionnelle dans l'armée, la gendarmerie, la police ou tout autre corps militaire, cette question en perspective aux possibilités a été présentée aux étudiantes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au cours de la 2e édition de la journée carrière pour l'accession des étudiantes au métier des forces de défense et de sécurité. Témoin des échanges qui ont suivi, Amakadi Koné et Souleymane Donissankou. La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées CADA motive les étudiantes à rejoindre les forces armées. Cette exhortation a lieu à l'occasion de la journée pour l'orientation professionnelle des femmes et des jeunes filles dans les métiers des armées. Nous devons encourager les élèves et les étudiantes à s'intéresser au métier des forces de défense et de sécurité.
Donc nous sommes venus leur montrer un peu les conditions de recrutement, les conditions de passage de ces concours. Nous venons les chercher au cœur de l'université. Informer et motiver les jeunes filles constitue l'essence de l'événement. Le monde évolue et aujourd'hui dans toute notre société, nous avons besoin des têtes pensantes. Toutes ces dames qui ont représenté les différentes administrations au niveau des forces de défense et de sécurité ont quand même les têtes bien remplies, ont un quotient intellectuel élevé. D'abord, la première des choses, c'est d'inciter nos sœurs étudiantes à s'accrocher aux études, à avoir les diplômes universitaires qu'il faut, parce que demain, lorsqu'elles vont embrasser ce métier, elles occuperont de grands postes de responsabilité. Les participantes repartent avec de nouvelles perspectives sur les métiers des armées. J'ai trouvé que c'était une activité édifiante pour nous, les étudiants, mais pour nous, surtout les jeunes filles, parce que cela nous permet de voir que ce n'est pas une activité dédiée seulement qu'aux hommes. Et de façon personnelle, j'ai décidé de prendre comme résolution de m'intéresser à l'armée de l'air. Cette deuxième édition de la journée carrière marque une nouvelle étape dans la sensibilisation des femmes, encourageant de manière significative la promotion du genre dans les forces de défense et de sécurité. Et en attendant qu'elle réponde à l'appel du drapeau, on parle de santé, dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, consultation en médecine générale et en spécialité des actions sociales de santé rendues possibles pour les populations de Boudépé grâce au comité de réflexion et d'action concrète de ce village situé à 80 km d'Abidjan dans le département d'Adzopé. Une journée de consultation gratuite dénommée Opération Santé pour tous. Michel Digré, Alexis Ouedraogo. Les ressortissants de Boudépé dans la région de Lamé viennent d'initier une journée de consultation gratuite au profit de leur population. Professeur Hélène Niapoïté de l'Institut de médecine légale de Côte d'Ivoire, fille du village, explique le bien fondé de l'initiative. Dans cette action Opération pour tous, il s'agissait d'apporter vraiment notre concours à la population, ensemble avec le CRAC, le comité de réflexion et d'action concrète. Nous avons identifié les besoins de ces populations. L'opération vise à améliorer l'espérance et la qualité de vie des populations et a vu la participation de plusieurs spécialistes en gériatrie, ophtalmologie, gynécologie, diabétologie, cardiologie, médecine générale, suivie d'une opération de don de sang. Je voudrais dire que l'opération, nous l'avons dénommée ainsi parce que nous connaissons les besoins de la population. Nous savons que cette population, jeune comme vieillissante, a besoin de suivi médical, de suivi psychologique. C'est pour ça que nous avons identifié des spécialités pour permettre donc à nos populations, à nos parents, à nos frères, nos jeunes sœurs de pouvoir être prises en charge. La journée a aussi bénéficié du soutien de l'association Savoir Plus de France et de l'ONG Raël. On demeure dans les questions de santé avec un taux de mortalité maternelle de 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Côte d'Ivoire fait face à un défi de santé majeur pour apporter sa pierre à l'édifice dans l'atteinte des objectifs de développement durable. D'ici 2030, le REPMACI, le réseau des professionnels des médias de la santé et ses partenaires ont mis en place un plaidoyer en faveur de l'avortement sécurisé avec à la clé un concours pour récompenser la meilleure production journalistique. Ce concours en est à sa première édition. Ismaël Evardéo, Khalil Diomandé. Benjamin Bassolé, journaliste à l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, sacré lauréat du concours média de la meilleure production du plaidoyer en faveur de l'avortement sécurisé. Il obtient le super prix grâce à une enquête menée au sein des établissements sanitaires. Devant l'ampleur du phénomène, j'ai décidé, n'est-ce pas, d'aller vers la médecine chinoise, la médecine traditionnelle, qui sont des voies de recours de l'avortement non sécurisé. Et c'est là-bas que j'ai fait une production en disant que, attention, il y a danger. À sa suite, 3 autres journalistes également distingués. L'action est portée par plusieurs entités, dont le réseau des professionnels des médias et de la santé communautaire, ainsi que la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire. Nous continuerons notre combat aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés des autorités ministérielles, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire atteigne l'objectif 3 des ODD, objectifs du développement durable, qui dit que tous les pays doivent réduire leur mortalité maternelle en dessous de 140 pour 100 000 naissances vivantes afin que le taux mondial de mortalité maternelle n'excède pas 70. Le concours média de la meilleure production du plaidoyer en faveur de l'avortement sécurisé est à sa première édition.
L'objectif, impliquer les hommes et femmes de médias dans la réduction de la mortalité maternelle. Et direction à présent le nord de la Côte d'Ivoire, précisément la ville de Ferkessé-Dougou. La 35e édition de la journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire a été célébrée récemment. Notons que la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation était représentée à cette activité par l'inspectrice générale de la vie scolaire. Siekwasi, Jean-Marc Djadji. Opération coup de balai, planting d'arbres, lavage des mains, 3 activités majeures inscrites au programme de cette 35e édition de la Journée nationale de l'hygiène et de la salubrité. Par ces gestes éco-citoyens, la direction de la vie scolaire entend véhiculer des messages forts au nom du gouvernement. Cette cérémonie, pour nous, est une occasion de sensibiliser chacun à l'importance de ces enjeux, mais aussi à célébrer les efforts déjà déployés pour améliorer notre cadre de vie et d'apprentissage. Journée de célébration de la salubrité et l'hygiène, mais également du mérite. 8 écoles primaires de l'inspection de Kumbala, lauréates du concours de l'approche 3 étoiles pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Une fierté pour la région du Tchologo. Nous avons respecté à la lettre tout ce qu'ils nous ont donné comme consigne. Nous n'allons pas descendre d'où nous sommes. Avec nos 3 étals, nous allons travailler avec assez d'efforts pour maintenir ou encore pour plus de clarté dans notre école. Au nom de la ministre de l'Éducation nationale, tous les établissements du pays ont été mis en mission d'urgence de protection de l'environnement. Chers élèves, vous avez un rôle important à jouer dans la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité en milieu scolaire. Et cela commence par des actions simples. Ceci fera de vous des éco-citoyens, des acteurs du développement durable. En marge de cette 35e journée, des dons en matériel d'entretien et d'hygiène offerts par les partenaires du secteur éducation de Côte d'Ivoire, l'ANAGED, l'AFSI et l'UNICEF. Et retour sur Abidjan, le Cameroun s'imprègne du modèle ivoirien en matière d'éducation numérique. La ministre camerounaise des enseignements secondaires en Côte d'Ivoire, depuis hier, 23 octobre, elle s'est entretenue avec Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Au cœur des échanges, le projet d'éducation numérique déployé par le MENA ces dernières années. Le récit est de Sephora Zeki. La Côte d'Ivoire séduit à l'international avec son programme d'éducation numérique. La ministre camerounaise des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, est venue à Abidjan pour s'inspirer de ce programme d'éducation numérique mis en place par son homologue ivoirienne, Mariatou Koné. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Huawei et nous avons appris que Huawei a commencé, il y a de cela bien longtemps, à accompagner la Côte d'Ivoire dans leur vision de transformation numérique de l'éducation de Côte d'Ivoire. Et ils font un très bon boulot ici. Alors nous avons pensé utile de venir à la rencontre de nos frères de la Côte d'Ivoire pour apprendre, pour voir, pour toucher du doigt comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ensemble nous pouvons améliorer ou alors nous pouvons ajouter dans ce que nous faisons au Cameroun. L'éducation aux nouvelles technologies est un enjeu majeur pour les pays africains. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire a initié des projets ambitieux pour intégrer le numérique dans son système éducatif. La digitalisation de l'éducation fait partie des 4 grandes priorités des EGENA. Nous sommes heureux de partager l'expérience ivoirienne en matière d'éducation numérique avec le Cameroun. Aujourd'hui, nous avons une séance de travail au ministère, au cabinet. Et à partir de demain, ce sera des visites sur le terrain pour toucher du doigt les réalités en matière d'éducation. Et c'est avec fierté que nous encourageons cette coopération sud-sud. Au cœur de cette visite, des échanges sur les meilleures pratiques en matière de digital. Pour la ministre Nalova Lyonga, cette visite marque le début d'une nouvelle ère pour l'éducation au Cameroun. Ensemble, les 2 pays espèrent renforcer l'accès à une éducation de qualité pour tous grâce à la digitalisation. Reportage de Sephora Zegui et Zakaria Traoré. Plus de 1000 serviettes hygiéniques ont été offertes aux élèves des collèges et lycées de la ville de Mans par la municipalité, un don de la municipalité en vue de les aider à assurer leur protection hygiénique. Cette cérémonie a été aussi marquée par un hommage rendu à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est ce que nous rapportent Christ Ephraim Diomandé et Didier Nguessan.
Des serviettes hygiéniques médicales offertes à plus de 1000 jeunes filles des collèges et lycées de la ville de Mont, région du Tongpi. Ces serviettes périodiques, intimes et confortables sont des produits de santé novateurs à base de coton. Un geste de la municipalité de Mont qui vise à soulager ces filles en ces périodes de menstrues. Les jeunes filles de Mont, à partir du constat que nous avons fait, l'absentéisme lié à cette situation naturelle, on sollicitait en tout cas cet appui. On vous a approché, vous nous l'avez facilité et aujourd'hui nous sommes en train de leur apporter le soutien. Il s'agit de leur offrir un équipement qui leur permettra pour les 2 années à venir, parce que cet équipement est réutilisable, de se mettre à couvert et d'être protégés de cette discrimination qui ne doit plus être dans ce monde actuel. Pour les bénéficiaires, ce don leur permet d'améliorer leur hygiène corporelle. Ça va nous servir à nous protéger des infections, de ne pas rater les cours, de suivre les cours et avoir un bon résultat à la fin de l'année scolaire. La marraine de la cérémonie, Fatima Bamba, a exhorté ses élèves au travail. Votre acte de ce matin est non seulement une contribution à booster les résultats scolaires dans la commune, mais aussi à donner de la dignité à nos filles pendant cette période naturelle qu'est la menstruation. Chères jeunes filles, vous recevez ce matin des serviettes hygiéniques qui vous permettront de vous protéger pendant vos périodes de menstrues et de suivre tranquillement les cours. Par ce geste, Monsieur le maire attend de vous de bons résultats scolaires, afin que vous soyez la fierté de vos parents et de toute la communauté et la commune de Mont. Une gemme de fleurs a été posée sur la stèle de l'ex-premier ministre Gon Coulibaly. Une statue a été érigée également en son honneur. Et dans le fil de l'actualité nationale, il y a également ce don de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au groupe Fraternité Matin, en important don de matériel multimédia afin de l'aider à moderniser ses outils et lui permettre de créer des contenus intéressants et faciles à comprendre pour les jeunes et les enfants. Généreuse Aquadio, Khalil Diomandé. Pour marquer le début de son partenariat avec le groupe Fraternité Matin, l'UNICEF offre des équipements de podcast et autres dispositifs multimédia d'un montant de 16 millions de francs CFA. Votre appui est une grande valeur pour nous car il s'inscrit dans une vision partagée, celle d'une société mieux informée, mieux sensibilisée et surtout plus engagée en faveur des droits des enfants, un domaine dans lequel l'UNICEF joue un rôle primordial. Nous vivons à une époque où le numérique et les nouvelles technologies de communication transforme profondément le paysage médiatique. Il s'agit d'outils qui nous permettront non seulement de répondre aux exigences du moment, mais aussi d'être encore plus proactifs dans la sensibilisation des communautés sur le droit des enfants. Un appui matériel pour permettre à cette entreprise de presse gouvernementale de créer des contenus numériques et élargir l'offre médiatique liée à la protection de l'enfance, l'éducation et la santé. Cette initiative ouvre également la voie à une collaboration encore plus profonde et institutionnalisée entre UNICEF et Fraternité Matin, avec comme objectif la signature prochaine d'une charte d'éthique. Cette charte d'engagement sera centrée sur la promotion et la protection des droits de l'enfant. Elle établira les lignes directrices pour un traitement médiatique toujours respectueux et protecteur des enfants. Ce partenariat entre l'UNICEF et Fraternité Matin ouvre une nouvelle ère pour le groupe de presse qui se dote de moyens nécessaires pour produire des contenus toujours plus innovants et adaptés aux attentes de la jeunesse. Madame, monsieur, ils sont jeunes, ils sont mannequins, ils sont couturiers, ils sont passionnés de mode et ils ont eu l'opportunité d'exprimer leur amour pour ces métiers qu'ils adorent au cours de la 2e édition de Vitrine Mode, un concours de révélation de jeunes mannequins, de couturiers récemment organisé dans la commune de Cocody. L'opportunité était belle pour distinguer quelques pionniers de l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire. Reportage signé Serge Pacom Didi, commenté par Davy Soyo. Des passionnés du mannequinat et du stylisme font montre de leur savoir-faire sur la scène de la 2e édition de Vitrine Mode. Un concours de révélation pour mettre en lumière de nouveaux talents dans le secteur de la mode.
Cette année encore, d'autres jeux de talent retiennent l'attention du jury. J'ai 3 ans dans la mode et c'est ma première fois de participer à un événement et je remporte déjà. Ça me fait vraiment plaisir. Grâce à ce titre que j'ai aujourd'hui, je pourrais mieux m'émanciper dans ce milieu. Sachant que je suis mannequin depuis à peu près 4 ans. Street Mode a pour but de révéler les mannequins qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas connus, ainsi que les couturiers. En aval, on essaie de remettre des prix de distinction. Une vingtaine d'acteurs de la mode sont également honorés à cette édition. En présence d'un parterre de personnalités, les promoteurs de l'événement démontrent leur volonté à valoriser et à renforcer l'industrie de la mode ivoirienne par la promotion de talents émergents. La plupart des promoteurs dans le secteur de la mode ont des initiatives louables, qui sont des initiatives qui servent, comme le nom le dit, de vitrine. Un événement comme ça, c'est exceptionnel. Et puis la diversité, la créativité de la mode ivoirienne et des talents ivoiriens qui sont ici célébrés. Et je voudrais dire vraiment ça avec beaucoup de fierté que je suis là. Les lauréats de cette édition ont été évalués à partir de plusieurs critères, dont les techniques de présentation de vêtements, de pose studio et scénique pour les mannequins. Quant aux stylistes, l'accent a été mis sur la qualité du tissu, la beauté, l'originalité, le design, le choix du tissu, la finition de chaque vêtement et la créativité. Voilà, la vie serait bien triste sans un peu d'art et de mode. Dans l'actualité internationale, direction Afrique du Sud, après des mois de coupure d'électricité dans certains quartiers de Johannesburg, la plus grande ville du pays, eh bien, les habitants sont désormais confrontés à des pénuries d'eau. À Tembisa, l'un des townships les plus peuplés, les habitants, eh bien, pour eux, c'est la croix et la bannière pour trouver de l'eau afin de satisfaire leurs besoins élémentaires. Alexis Ouedraogo. L'Afrique du Sud fait face à une importante crise de l'eau. Le système d'approvisionnement de la ville de Johannesburg s'effondre et dans plusieurs quartiers, des milliers de Sud-Africains sont contraints à faire la queue pour attendre l'arrivée des camions-citernes municipaux qui livrent l'eau. Depuis vendredi, nous n'avons pas d'eau et on nous dit que samedi, tout serait rétabli. Mais il y a des problèmes avec les vannes. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Le pire pour moi, c'est que j'ai une crèche dans ma maison. Les enfants doivent se laver les mains, nous devons tirer la chasse d'eau et nous devons aussi laver les enfants. Le suivi de l'utilisation de l'eau par les municipalités a révélé que 40% de l'eau de Johannesburg est gaspillée en raison des fuites, notamment des ruptures de canalisation. Randwater, l'organisme public qui fournit l'eau à plus d'une douzaine de municipalités, a également demandé aux habitants de réduire leur consommation. Nous n'avons pas consacré suffisamment de budget pour entretenir nos infrastructures sur plusieurs années. Donc ce que nous constatons maintenant, c'est l'effondrement. Aucune sécheresse n'a été officiellement déclarée, mais les autorités demandent aux habitants de conserver l'eau qu'ils peuvent trouver. Un récit d'Alexis Ouedraogo au Niger. L'ancien Premier ministre Hama Hamadou s'est éteint hier, mercredi 23 octobre 2024, à l'hôpital général de référence de Niamey à l'âge de 74 ans. Il fut Premier ministre à 2 reprises, d'abord entre 1995 et 1996, puis entre 1999 et 2007. Hama Hamadou avait également occupé le poste de président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014. Il s'était également porté candidat à l'élection présidentielle de 2020-2021. Et toujours dans l'actualité internationale au Mexique, cette fois, l'armée annonce avoir abattu au nord-ouest du pays 19 membres présumés du cartel de Sinaloa, confondé par le narcotrafiquant Joaquim, connu sous le pseudonyme del Chapo Guzman, après une attaque contre le personnel militaire par plus de 30 individus près de Culiacán, la capitale de l'État mexicain de Sinaloa. 19 assaillants ont donc été abattus. C'est ce que détaille le communiqué du ministère de la Défense. L'armée a agi en stricte conformité avec l'État de droit et dans le plein respect des droits humains, ajoute ce communiqué. On termine ce tour de l'actualité internationale avec la République démocratique du Congo, où le président congolais Félix Tshisekedi, séjournant dans le nord-est du pays, à Kisangani, dans le chef-lieu de la province de Chopo, s'est adressé à la population au cours d'un meeting. Félix Tshisekedi a abordé la nécessité pour lui de réviser la Constitution. Pour lui, la Constitution actuelle a été mal rédigée. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent modification, même les articles limitant les mandats du chef de l'État. Le président de la RDC a aussi abordé les questions sociales et sécuritaires. Et c'est sur ces mots que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.